Le 8 mai 1945, alors que l'Europe retient son souffle, un homme, silhouette droite et regard perçant, appose sa signature sur un document qui scelle la fin de 6 années de guerre. Cet homme, c'est Jean de Lattre de Tassigny, général charismatique, stratège visionnaire et dernier maréchal de France. Ce geste, immortalisé dans l'histoire, ne fut pas seulement celui d'un militaire, c'était l'acte symbolique d'une France debout, revenue dans le cercle des grandes nations victorieuses. Pourtant, derrière cette image gravée dans la mémoire collective, se cache un parcours d'exception, marqué par les honneurs, les blessures et les sacrifices. De Saint-Cyr au champ de bataille de 1940, des prisons allemandes aux campagnes glorieuses de 1944 à 45, jusqu'aux rizières de l'Indochine, Jean de Lattre n'a cessé de se battre pour l'honneur du drapeau tricolore. L'histoire que nous allons raconter n'est pas seulement celle d'un militaire, c'est celle d'un homme qui a incarné, dans ses victoires comme dans ses épreuves, la ténacité d'un peuple. Suivez-moi dans ce voyage, où le panache se mêle à la douleur, où chaque bataille devient un chapitre d'une épopée nationale, et où la signature d'un général devient l'empreinte d'un pays tout entier. Jean de Lattre de Tassigny naît le 2 février 1889 à Mouilleron-en-Parède, en Vendée, dans une région où l'histoire et les traditions militaires se mêlent étroitement aux sentiments d'honneur et de devoir. Issu d'une famille noble profondément attachée à la France et à ses valeurs, il grandit dans un environnement où l'amour de la patrie n'est pas un simple mot, mais une vocation transmise de génération en génération. Son père, un ancien officier, et sa mère, femme de caractère et de foi, lui inculquent dès l'enfance le respect de la discipline, le goût de l'effort et la conviction que l'action prime toujours sur les paroles. L'enfant se passionne très tôt pour les récits de bataille, les grands destins militaires et les figures héroïques qui ont façonné l'histoire du pays. Ces histoires ne sont pas pour lui de simples légendes, elles tracent la voie de sa propre destinée. Élève brillant, déterminé et doté d'une forte personnalité, il choisit sans hésitation la carrière des armes. Après des études secondaires marquées par son goût pour la rigueur et l'endurance, il entre à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, véritable creuset de l'élite militaire française. Là, il se distingue non seulement par ses résultats, mais aussi par son leadership naturel, sa capacité à inspirer ses camarades et à imposer une autorité sans rigidité excessive. À la sortie de Saint-Cyr, le jeune officier est animé par une ambition qui n'a rien d'égoïste, il veut servir la France, défendre son sol, et être digne de l'héritage militaire de ses ancêtres. Sa carrière commence à une époque où l'Europe bouillonne de tensions politiques et stratégiques. Sans le savoir, il s'apprête à devenir l'un des grands artisans de la défense de la nation dans ses heures les plus sombres et les plus glorieuses. Dès sa sortie de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, Jean de Lattre se distingue par une rigueur exemplaire et un sens aigu du devoir. Affecté dans la cavalerie, il incarne l'élégance militaire, mais aussi la discipline et la détermination. Ses supérieurs remarquent rapidement chez lui cette capacité rare à conjuguer la finesse d'analyse avec un courage d'action immédiat. Au fil de ses premières affectations, il forge sa réputation d'homme de terrain, ne ménageant ni ses efforts ni son temps. Dans les manœuvres, il est toujours à l'avant, observant, évaluant, donnant l'exemple par sa présence physique et sa lucidité tactique. Cette attitude inspire le respect de ses hommes, qui voient en lui un chef exigeant mais juste. Sa carrière prend un essor rapide, ses talents d'organisation et sa vision stratégique le font remarquer dans les cercles supérieurs. À une époque où l'armée française se modernise, il devient l'un de ces officiers capables de lier tradition et innovation, intégrant les leçons de l'histoire aux réalités techniques du combat moderne. Cette reconnaissance, acquise bien avant que la guerre ne frappe à nouveau l'Europe, prépare déjà le terrain pour les rôles décisifs qu'il jouera lorsque le destin l'appellera à se mesurer à l'histoire. En juin 1940, la France s'effondre sous les coups de la Wehrmacht. Les blindées allemandes déferlent, les lignes françaises cèdent, et l'armistice est annoncé. Pour beaucoup, c'est la fin des combats. Mais pour Jean de Lattre, alors colonel, c'est un affront insupportable. Officier de carrière, patriote viscéral, il ne peut se résoudre à accepter que son pays soit amputé, humilié, mis au pas par l'occupant. Affecté dans la zone libre, il conserve un poste d'instruction, mais dans son esprit, la guerre n'est pas finie, elle ne fait que changer de forme. À Vichy, il obéit officiellement aux ordres du maréchal Pétain, mais dans le secret, il prépare autre chose, maintenir une armée française digne, prête à reprendre les armes le moment venu. Ce double jeu, dangereux, lui vaut déjà la méfiance des autorités allemandes. L'homme, rigide et droit, refuse de collaborer.
Il exige que ses troupes continuent de s'entraîner avec rigueur, comme si la bataille de demain devait éclater à l'aube. Son caractère intransigeant le rend peu compatible avec l'esprit de compromis qui règne alors dans les cercles du pouvoir. Mais c'est justement cette intransigeance qui fera de lui, plus tard, l'un des grands artisans de la libération. En 1940, alors que beaucoup se résignent ou plient, Jean de Lattre se forge une conviction inébranlable, la France reprendra sa place dans la victoire, et il y contribuera, coûte que coûte. Cette volonté, née dans les heures les plus sombres, sera le fil rouge de toute son épopée. La captivité ne pouvait être la fin de l'histoire pour Jean de Lattre. Emprisonné par les Allemands après la défaite de 1940, il ressentait chaque jour le poids de l'humiliation nationale et la morsure de l'impuissance. Mais derrière les murs froids de sa prison, il nourrissait un seul objectif, s'évader pour continuer le combat. Ce n'était pas seulement un acte personnel de survie, mais un serment intime envers la France. Son évasion fut une prouesse digne d'un roman d'espionnage. Profitant d'une faille dans la surveillance, aidé par un réseau clandestin, il parvint à se glisser hors de sa cellule, traversant la zone occupée avec un mélange de ruse, de courage et d'une pointe de chance. Chaque pas vers la liberté était un défi lancé à l'occupant. Rejoindre la France libre signifiait abandonner sa vie d'avant et entrer dans celle d'un proscrit. À Londres, il trouva en De Gaulle un chef à la hauteur de ses idéaux. Ce ralliement n'était pas qu'un geste militaire, c'était un acte de foi en une certaine idée de la France, fière, résistante et invaincue dans l'âme. Dès lors, Jean de Lattre de Tassigny devint l'un des visages de cette France qui refusait la défaite. Sa détermination, forgée dans les heures sombres, allait bientôt trouver son expression sur les champs de bataille qui décideraient du destin du monde libre. Au début de 1943, Jean de Lattre de Tassigny est appelé à jouer un rôle clé dans une étape décisive de la guerre, la campagne de Tunisie. Pour les Alliés, cette terre d'Afrique du Nord représente plus qu'un simple champ de bataille, c'est la porte d'entrée vers l'Italie et, au-delà, vers la reconquête de l'Europe. Pour de Lattre, c'est aussi l'occasion de prouver que l'armée française, réorganisée et revigorée, peut tenir tête aux forces de l'Axe. À la tête de ses troupes, il se distingue par une discipline exemplaire et un sens aigu de la coordination entre forces alliées. Les combats sont rudes, les blindés allemands et italiens défendent chaque colline, chaque route, avec acharnement. Mais de Lattre sait combiner patience et audace. Sous son commandement, les forces françaises s'illustrent lors de percées rapides, reprenant des positions stratégiques et forçant l'ennemi à reculer. Le climat, sec et brûlant le jour, glacial la nuit, met à rude épreuve les hommes. De Lattre, fidèle à sa réputation, partage les conditions de ses soldats, inspecte les avant-postes et encourage personnellement les plus épuisés. Sa présence galvanise les troupes, et peu à peu, l'étau se resserre autour des forces ennemies. En mai 1943, la victoire est totale, l'Axe capitule en Tunisie. C'est un tournant majeur. Pour de Lattre, cette campagne n'est pas seulement une victoire militaire, c'est aussi une renaissance de l'honneur français. Les drapeaux tricolores flottent à nouveau sur des positions conquises, et l'armée française libre se prépare déjà à franchir la Méditerranée. Août 1944. Alors que l'Europe retient son souffle, Jean de Lattre de Tassigny s'apprête à jouer l'un des rôles les plus décisifs de la libération de la France. Nommé à la tête de l'armée B, il sait que ce moment est l'aboutissement de 4 années de lutte, de sacrifices et de combats pour rendre à la France sa dignité. Le 15 août, les plages de la Méditerranée s'embrasent, les Alliés lancent l'opération Dragoon, une attaque massive destinée à ouvrir un second front en France, complémentaire à celui de Normandie. Sous son commandement, les troupes françaises, composées de soldats venus de métropoles, d'Afrique et des colonies, débarquent avec une énergie farouche. Les unités progressent rapidement, Toulon est libéré en 1 semaine, Marseille en 10 jours. La coordination entre les forces alliées et l'audace tactique de Lattre permettent d'écraser la résistance allemande dans le sud, ouvrant ainsi la voie à une remontée victorieuse vers la vallée du Rhône. Ce succès n'est pas seulement militaire, il est profondément symbolique. Après des années d'occupation et d'humiliation, les couleurs françaises flottent à nouveau sur les ports et les villes méditerranéennes. Pour Jean de Lattre, ce débarquement est la preuve éclatante que la France, libérée par ses propres fils et ses alliés, peut reprendre sa place au premier rang des nations victorieuses. La reconquête est en marche, et rien ne pourra désormais l'arrêter. Après le succès du débarquement en Provence en août 1944, Jean de Lattre de Tassigny se lance dans une campagne fulgurante qui marquera l'histoire militaire française. À la tête de l'armée française, il ne se contente pas de sécuriser la côte, son objectif est clair, remonter vers le nord pour libérer le pays et rejoindre les forces alliées. Chaque ville, chaque village traversé devient un symbole de la Renaissance française.
De Marseille à Lyon, de Besançon à Mulhouse, la progression est rapide, mais jalonnée de combats acharnés. Les hommes de Delattre, mélange de soldats métropolitains, de tirailleurs africains et de résistants intégrés, portent la France sur leurs épaules. Le général est partout, sur le terrain, il galvanise ses troupes, partage leurs conditions, et rappelle que la mission ne se limite pas à chasser l'ennemi, mais à rétablir l'honneur national. L'hiver 1944 à 1945 apporte son lot de difficultés, le froid, la neige et les contre-attaques allemandes ralentissent l'avancée. Mais rien ne peut briser l'élan de cette armée qui a déjà prouvé sa valeur en Afrique et en Méditerranée. Strasbourg, libéré fin novembre 1944, devient l'un des points culminants de cette épopée. Fidèles au serment de Koufra, nous ne déposerons les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg, Delattre accomplit une promesse sacrée pour la France entière. Cette remontée victorieuse n'est pas seulement une manœuvre militaire, elle est une marche symbolique vers la justice et la liberté. En quelques mois, le général et ses hommes effacent 4 années d'occupation, laissant derrière eux un pays meurtri mais libre, prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. Mais 1945. L'Europe respire enfin après des années d'horreur, mais la guerre n'est pas encore officiellement close. Jean Delattre de Tassigny, désormais chef des forces françaises en Allemagne, est appelé à représenter son pays lors d'un moment que l'histoire n'oubliera jamais, la signature de la capitulation sans condition du III Reich. Ce 8 mai, dans la salle du quartier général soviétique à Berlin-Karlshorst, les drapeaux alliés flottent côte à côte. Les plus hauts officiers militaires des grandes puissances sont présents, le maréchal soviétique Gorgi Zhukov, le général américain Karl Spaatz, le maréchal britannique Arthur Tedder, et, pour la France, le général Delattre. Il n'était pas question pour lui de manquer cette cérémonie. Les Français avaient payé un lourd tribut au conflit, et leur sang versé donnait toute légitimité à leur présence parmi les vainqueurs. D'un pas assuré, Delattre s'avance vers la table, revêtu de son uniforme impeccable, la tête haute. Sa signature, apposée avec une gravité solennelle, scelle le retour de la France parmi les nations victorieuses. Dans ce geste, il porte l'honneur des soldats de Koufra, de Provence, des Vosges, d'Alsace et d'Allemagne, tous ceux qui ont combattu pour libérer la patrie. Pour Delattre, ce moment n'est pas seulement un acte diplomatique. C'est l'aboutissement d'années de lutte, de sacrifices et de refus de l'abdication. C'est aussi un symbole, celui d'une France debout, libre et respectée, assise à la même table que les grandes puissances. En quittant Berlin, il sait qu'il vient d'inscrire son nom dans la mémoire collective, non comme un simple militaire, mais comme l'un des artisans de la victoire finale. La Seconde Guerre mondiale achevée, le nom de Jean Delattre de Tassigny résonne dans toute la France comme celui d'un chef qui n'a jamais fléchi. Sa signature sur l'acte de capitulation allemande à Berlin, aux côtés des Alliés, l'a consacré comme l'un des symboles vivants de la victoire. Mais pour lui, le temps des combats n'est pas totalement révolu, il sait que la reconstruction du pays est aussi une bataille, peut-être la plus difficile. À son retour, il est accueilli en héros. Les défilés, les cérémonies, les discours officiels le placent au cœur d'une nation qui veut tourner la page des années noires. À peine la Seconde Guerre mondiale achevée, Jean Delattre de Tassigny se retrouve confronté à un nouveau théâtre d'opération, bien différent de l'Europe en flammes, l'Indochine. La France, affaiblie par des années de conflits, entend réaffirmer sa présence coloniale face à la montée en puissance du Viet Minh menée par Ho Chi Minh. Envoyé sur place en 1950, Delattre hérite d'une situation critique, des forces françaises démoralisées, un adversaire déterminé et un terrain hostile où la jungle et la mousson sont des ennemis aussi redoutables que les balles. Surnommé rapidement le roi Jean par ses hommes, il transforme la stratégie militaire française en instaurant une discipline rigoureuse, en renforçant les défenses et en multipliant les opérations offensives. Sa présence au front galvanise les troupes, il inspecte les positions sous la pluie, discute avec les soldats, mange avec eux. La bataille de Vignelles, en janvier 1951, devient son chef-d'œuvre tactique, malgré l'infériorité numérique, ses manœuvres audacieuses infligent au Viet Minh une lourde défaite et redonnent confiance à l'armée française. Mais cette campagne, qui lui vaut le respect même de ses adversaires, est aussi marquée par un drame personnel. Derrière l'image d'un chef victorieux et d'un héros national, Jean Delattre de Tassigny portait une blessure intime, plus douloureuse que toutes celles infligées par la guerre. Le 30 mai 1951, alors qu'il commandait les forces françaises en Indochine, il apprit la terrible nouvelle, son fils Bernard Delattre de Tassigny a été tué au cours d'une attaque du Viet Minh, au Tonkin. Fidèle à son sens du devoir, Delattre reprend immédiatement la tête des opérations, transformant sa douleur en force.
L'Indochine restera pour lui un chapitre à la fois glorieux et tragique, symbole d'un engagement total jusqu'au sacrifice ultime. Pour ce père, le choc fut immense. Bernard n'était pas seulement son enfant, il était aussi son compagnon d'armes, partageant avec lui les mêmes idéaux et la même foi dans l'honneur de servir la France. En plein conflit, De Lattre dut composer avec cette perte incommensurable, affichant un courage digne devant ses hommes, mais portant en silence une douleur dévastatrice. Le 6 juillet 1951, dans un geste à la fois militaire et paternel, il assista aux funérailles de son fils, vêtu de son uniforme, le visage fermé mais les yeux brillants. Ce jour-là, la nation vit un héros pleurer. Ce drame marqua profondément sa fin de carrière, ajoutant à sa légende une dimension tragique et profondément humaine, celle d'un chef de guerre qui, comme tant de ses soldats, avait payé le prix du sang dans sa propre chair. Affaibli par la maladie mais porté par une volonté indomptable, Jean de Lattre de Tassigny continua jusqu'au bout à servir la France. En Indochine, il dirigea avec une énergie remarquable les opérations militaires face aux Viet-Minh, cherchant à redresser une situation déjà compromise. Sa présence sur le terrain, au contact des soldats, montrait qu'il n'était pas seulement un stratège derrière un bureau, mais un chef de guerre proche de ses hommes. Malgré les douleurs et la fatigue, il multiplia les déplacements, inspecta les lignes, encouragea les unités et imposa son style de commandement énergique. Pourtant, la maladie progressait inexorablement. Atteint d'un cancer, il dut finalement être rapatrié en France. Même dans ses derniers jours, il resta préoccupé par le sort des troupes et par l'avenir du pays. Conscient que ses forces déclinaient, il dicta ses dernières recommandations, laissant derrière lui un héritage de discipline, de courage et de patriotisme. Le 11 janvier 1952, Jean de Lattre s'éteignit à Paris, à l'âge de 62 ans. Sa disparition suscita une vive émotion dans tout le pays. Il fut honoré de funérailles nationales, et sa dépouille fut inhumée dans sa ville natale de Mouilleron-en-Parède, en Vendée. Héros des deux guerres mondiales, libérateur de la France, dernier signataire des actes de capitulation allemande à Berlin, il laissa l'image d'un chef charismatique et intransigeant, fidèle jusqu'à son dernier souffle à la devise qu'il incarnait, ne pas subir. Aujourd'hui encore, son nom demeure associé à la victoire, à l'unité nationale et à cette volonté farouche de ne jamais céder face à l'adversité. Pour les jeunes générations, il reste un modèle intemporel, celui d'un homme pour qui l'honneur n'était pas un mot, mais une ligne de conduite, une promesse tenue jusqu'au dernier souffle. Chaque héros a son histoire, et chaque histoire mérite d'être racontée. L'histoire de Jean de Lattre de Tassigny, c'est celle d'un homme qui refusa l'abandon et porta haut les couleurs de la France. Pour soutenir ce travail de mémoire et faire vivre notre histoire, pensez à liker, partager et vous abonner à la chaîne.